Les lustres dorés du Plaza Hotel scintillaient au-dessus de la foule de l'élite de Manhattan. Les rires se mêlaient aux doux murmures du jazz. Des verres en cristal tintaient et le parfum cher flottait dans l'air. Emily Carter se tenait tranquillement près du pilier de marbre, berçant son fils d'1 an, Noah, contre son épaule. Son mari, Nathan Blake, était de l'autre côté de la pièce, beau, confiant, le centre de l'attention dans son costume Armani bleu marine taillé sur mesure. Mais les yeux d'Emily ne voyaient pas de charme ce soir-là. Ils voyaient la distance. Ils voyaient le danger. Nathan se pencha près d'une femme en robe de soie rouge. Ava Monroe, la directrice des relations publiques de son entreprise. Ivy lui murmura quelque chose à l'oreille, ses doigts manucurés effleurant sa manchette. Nathan rit, le genre de rire qu'il réservait à Emily des années auparavant. Le cœur d'Emily se serra. Elle se tourna, serrant Noah plus fort, chuchotant « Tout va bien, mon bébé ». Sa bague de mariage scintillait sous les lustres, témoin silencieux de ce qui était sur le point de se briser. Lorsque Nathan la vit s'approcher de lui, sa mâchoire se serra. « Emily, pas maintenant », marmonna-t-il, posant son Macallan sur la table de verre. « Pas maintenant », dit-elle doucement. « Je t'ai appelé toute la journée. Tu as dit que c'était un événement professionnel, mais elle est encore là. » Ava sourit d'un air suffisant. « Peut-être devriez-vous vous reposer, Emily. Les hormones de grossesse peuvent rendre les femmes... » Avant qu'elle ne puisse finir, la voix d'Emily se brisa. « Je suis enceinte de 6 mois, Nathan. Ton fils est juste ici et tu es suffisant. » Nathan éclata. Sa voix résonna sur le marbre. Les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent. L'orchestre se figea en pleine note. Emily eut le souffle coupé alors que la main de Nathan traversait son visage. Le son de la gifle fendit le hall comme du verre brisé. Noah commença à pleurer, sa petite voix perçant le silence. Emily recula en chancelant, serrant sa joue, les yeux écarquillés d'incrédulité. Son iPhone lui échappa des mains, frappant le sol avec un bruit sourd. La lumière dorée du lustre sembla vaciller, courbant le temps. Ava haleta dramatiquement, feignant la surprise, mais un léger sourire en coin persistait sur ses lèvres. Autour d'eux, des dizaines d'invités restèrent figés entre curiosité et horreur. Quelqu'un murmura « Ils viennent de... » Les lèvres d'Emily tremblèrent. « Tu m'as frappé devant notre fils. » Le visage de Nathan était pâle maintenant, mais sa fierté ne le laissa pas reculer. « Tu m'as embarrassé devant des clients. » À quoi t'attendais-tu? Sa voix tomba à un murmure. « Je m'attendais à ce que tu sois un homme. » Les larmes brouillèrent en sa vision, mais elle se tint droite, tremblante et farouche. Le bébé dans ses bras gémit et elle lui embrassa le front, chuchotant « Tout va bien, Noah. Maman est là. » Personne n'osa bouger. Le gérant de l'hôtel s'approcha avec hésitation, mais avant qu'il ne puisse parler, les portes au bout du hall s'ouvrirent en grand. Un homme grand en costume anthracite entra, cheveux argentés, une fureur calme dans les yeux. C'était Richard Carter, le père d'Emily. Il traversa le silence comme une tempête déguisée en soie. Chaque invité s'écarta instinctivement. Son stylo M-Link brillait de sa poche de poitrine, un petit symbole d'autorité tranquille. Monsieur Blake, la voix de Richard était basse, mais puissante, portant à travers le hall. « Venez avec moi maintenant. » Nathan se figea, le visage d'Ava pâlit. Elle savait qui était Richard Carter, le PDG de Blake & Carter Holdings, l'homme même qui avait rendu la carrière de Nathan possible. Emily resta immobile, tremblante, tenant son bébé, des larmes coulant sur son maquillage. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. La pièce entière avait vu la vérité. Richard se tourna vers la foule stupéfaite et dit « Cet événement est terminé. » Il posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Dehors, le Manhattan nocturne scintillait froidement contre les portes vitrées. Le reflet d'Emily la regardait, brisée mais respirante. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient,
Richard murmura, « Il vient de mettre fin à sa carrière. » Et à ce moment-là, Emily ne savait pas que cette gifle, l'humiliation, la douleur deviendraient le début de son ascension. La petite salle de conférence à côté de la salle de bal du Plaza était destinée aux affaires privées et aux poignées de main valant des milliards de dollars. Ce soir, elle ressemblait à un tribunal. Les lumières de la ville de la 5e avenue se déversaient par les grandes fenêtres, attrapant l'arête vive de la mâchoire de Richard Carter alors qu'il fermait la porte derrière lui. Le clic de la serrure résonna comme un verdict. Nathan se tenait près de la table, sa posture autrefois fière s'effondrant. Le son du jazz de la salle de bal était étouffé, remplacé maintenant par le bourdonnement de l'humiliation. Il ajusta ses boutons de manchette, essayant de retrouver son calme. « Richard, ne faisons pas de ça quelque chose de plus grand qu'il ne l'est. » Les yeux de Richard ne clignèrent pas. « Tu as frappé ma fille. » Nathan rit nerveusement. « Tu as vu à quel point elle était émotive. Elle m'a accusé en public. » « Elle est enceinte de 6 mois, Nathan. » Richard l'interrompit, sa voix calme mais cinglante. « Et tu l'as frappée alors qu'elle tenait mon petit-fils au Plaza, entouré de tes collègues. Dis-moi quel genre d'homme fait ça. » Nathan déglutit difficilement. « C'était une erreur. J'ai perdu mon sang-froid. Tu sais à quel point cette fusion de Park Avenue a été stressante. Je ne dors que 4 heures par nuit. » Richard se pencha en avant, posant son stylo Mont-Blanc sur la table comme une arme. « Ne m'insulte pas avec des excuses. J'ai construit des hommes comme toi et je les ai brisés. Je sais à quoi ressemble l'arrogance quand elle essaie de se cacher derrière la pression. » La mâchoire de Nathan se serra. « Tu ne détruirais pas ton propre gendre. Pense à Emily. À Noah. »« Je pense à eux, » dit Richard, son ton glacial. « C'est pourquoi c'est fini pour toi. » Il sortit une enveloppe de la poche de son costume et la plaça devant Nathan. À l'intérieur se trouvaient des documents de suspension. « Avec effet immédiat, tu es relevé de toutes tes fonctions de vice-président jusqu'à nouvel ordre. Ton badge d'accès sera désactivé à 9 heures. Remets ton MacBook Pro et ta carte clé fournie par l'entreprise avant cela. La sécurité t'escortera si nécessaire. » Les yeux de Nathan s'écarquillèrent. « Tu ne peux pas me suspendre comme ça. » Richard redressa sa cravate. « Je le peux. Je suis ton PDG. » Un moment de silence remplit la pièce, épais et suffocant. Dehors, des sons étouffés de la ville pulsaient à travers la vitre. Klaxons de taxi. Rire. Vie. À l'intérieur, l'empire de Nathan s'effondrait brique par brique. Il regarda Richard, essayant de trouver une trace de pitié. « C'est entre Emily et moi. Ne ruine pas ma carrière pour une seule erreur. » L'expression de Richard s'adoucit pour la première fois. « Ce n'est pas une seule erreur, Nathan. C'est une révélation. Tu n'as pas seulement frappé ma fille, tu m'as montré qui tu es vraiment. » Nathan détourna le regard, la mâchoire tremblante. « Tu fais aussi une erreur. Si cela se sait, cela détruira l'image de l'entreprise. » Richard hocha lentement la tête. « Tu aurais dû y penser avant de lever la main sur une femme portant ton enfant. » La porte s'entr'ouvrit légèrement. Grace, la meilleure amie d'Emily, se tenait là, tenant Noah. Le doux cri du bébé emplit la tension. Emily était assise à proximité, pâle mais calme, pressant une poche de glace contre sa joue. Grace murmura. « Il va bien, juste effrayé. » Richard se tourna vers elle. « Emmène-les à la voiture, je m'occuperai du reste. » La voix de Nathan se brisa. « S'il te plaît, Richard, ne fais pas ça ici. » Richard lui lança un dernier regard, un regard qui portait à la fois pitié et pouvoir. « Tu apprendras, Nathan. Certaines dettes ne peuvent pas être payées avec de l'argent. Elles sont payées en réputation, et ce soir, tu t'es juste mise en faillite. » Il sortit, laissant Nathan seul dans la lumière des lumières de la ville. L'enveloppe resta intacte sur la table à côté d'un verre de scotch à moitié vide. Nathan la ramassa, ses doigts tremblants. Du couloir, il put entendre les portes de l'ascenseur se refermer, le son de son ancienne vie s'en allant sans lui. Dehors, Emily entra dans l'air froid de novembre.
Grace lui enroula un manteau autour des épaules et le chauffeur ouvrit la porte de la Mercedes. Richard les rejoignit quelques instants plus tard, silencieux, fixant la ligne d'horizon de Manhattan scintillante au-dessus de Central Park. Dans ce silence, Emily murmura « Papa, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Les yeux de Richard restèrent fixés sur la ville. « Maintenant, ma chérie, il apprend ce que signifie tout perdre. » Et alors que la voiture s'éloignait du plaza, Nathan resta derrière, seul dans une pièce pleine de pouvoir qui ne lui appartenait plus. La Mercedes glissa silencieusement dans la nuit froide de Manhattan. Dehors, la ville scintillait, le plaza s'estompant derrière eux comme un fantôme doré. À l'intérieur, l'air était épais de choses inexprimées. Emily était assise sur la banquette arrière, son visage tourné vers la fenêtre, regardant les lumières de Central Park se brouiller à travers ses larmes. Noah dormait contre son épaule, ses petites respirations régulières, inconscient du chaos qui venait de briser leur monde. Grace était assise à côté d'elle, tenant la main d'Emily. « Tu as besoin de respirer, » dit-elle doucement. Lentement, inspire, expire. Emily hocha la tête, mais sa poitrine brûlait toujours. Sa joue lançait. L'écho de la gifle était toujours là, comme s'il avait été imprimé dans son crâne. Elle ferma les yeux et l'entendit à nouveau. La musique s'arrêtant, les murmures, la honte. Richard était assis à l'avant, silencieux. Son téléphone vibrait constamment, des SMS de membres du conseil, de journalistes et d'amis qui avaient déjà vu quelque chose en ligne. Il ne tapa qu'une seule réponse. Pas de commentaire. Quand ils arrivèrent à la clinique d'urgence sur la 5e et la 58e, Grace aida Emily à sortir. L'air nocturne mordait sa peau. Le médecin, une femme d'âge moyen aux yeux gentils, examina sa joue, son ventre, ses signes vitaux. « Vous et le bébé êtes stables, » dit-elle doucement. « Reposez-vous, évitez le stress. » Le stress. Emily faillit en rire. Richard s'occupa des formalités administratives, montrant sa carte d'assurance. L'infirmière murmura « C'est Richard Carter ?» Mais Emily ne se souciait plus des noms. Son monde s'était réduit au battement de cœur de son fils et à sa propre respiration tremblante. De retour dans la voiture, Grace tendit un mouchoir à Emily. « Tu ne peux pas rentrer chez toi ce soir. »« Je dois aller chercher les affaires de Noah, » murmura Emily. « Nous les récupérerons plus tard. Papa arrange un autre endroit. » Richard se tourna légèrement. « Vous resterez à Brooklyn Heights pour l'instant. C'est calme, sécurisé. J'enverrai une voiture pour vos essentiels. » Emily hésita. « Je ne veux pas fuir. »« Tu ne fuis pas, » dit Richard. « Tu te regroupes. » Ils traversèrent le pont. La ligne d'horizon de Manhattan brillait derrière eux comme un autre univers. Quand ils arrivèrent, l'appartement qui l'attendait était chaleureux, moderne, donnant sur l'East River. Ils sentaient le cèdre et la lavande. Emily entra, se sentant étrangère dans sa propre vie. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une boîte Amazon marron. Richard la désigna du doigt. « C'est juste quelque chose que j'ai commandé pour toi la semaine dernière. Je pensais que tu aimerais. » À l'intérieur se trouvait un exemplaire de Atomic Habits. Elle sourit faiblement. « Exactement, » dit-il, esquissant un léger sourire. Après son départ, Grace installa Noah dans son berceau, puis se tourna vers Emily. « Tu devrais appeler Linda Park demain. Elle est douée en droit de la famille, ordonnance de protection, tout ça. » Emily hocha la tête. « Je ne veux pas le combattre. Je veux juste être en sécurité. » La voix de Grace s'adoucit. « Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. » Quand Grace partit enfin, l'appartement fut silencieux, à l'exception du bourdonnement de la ville à travers les fenêtres. Emily s'assit sur le canapé, tenant le livre sur ses genoux. Son téléphone vibra. 10 appels manqués de Nathan, puis un SMS. « Tu as tout ruiné, réponds-moi. » Elle posa le téléphone face contre terre et le laissa vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Elle ouvrit l'application de mémo vocal. Ses mains tremblaient, mais elle appuya sur « Enregistrer ». « Je suis Emily Carter. Ce soir, au Plaza Hotel,
Nathan Blake m'a frappé devant notre enfant. Je dois me souvenir de ce moment, non pas pour haïr, mais pour ne jamais oublier ce que j'ai ressenti. Sa voix se brisa. C'est le premier jour. Elle arrêta l'enregistrement et posa le téléphone à côté d'elle. Dehors, les lumières de Manhattan scintillaient sur l'eau comme des lucioles lointaines. Quelque part là-bas, Nathan paniquait probablement, passant des appels, inventant des mensonges. Mais tout cela n'avait pas d'importance ce soir. Elle se pencha en arrière, fermant les yeux, sentant la chaleur de Noah contre elle. La ville pouvait rugir. Les titres pouvaient se répandre. Mais pour l'instant, il n'y avait que le silence et la fragile graine lumineuse de la détermination en elle. Et alors qu'elle chuchotait « Bonne nuit » à son fils endormi, Emily ne savait pas encore que c'était la nuit où elle cessa d'avoir peur et commença à devenir inarrêtable. La lumière du soleil matinal se glissa à travers les rideaux transparents, caressant le visage fatigué d'Emily. Elle n'avait pas dormi, seulement sombré dans des rêves superficiels où les rires se transformaient en cris. Noah bougea à côté d'elle, ses petits doigts s'enroulant autour du tissu de sa robe de chambre. Pour la première fois, elle se réveillait non pas dans son luxueux penthouse donnant sur Central Park, mais dans un appartement tranquille à Brooklyn Heights, paisible, sûr et douloureusement inconnu. Son père était déjà parti au bureau, laissant un mot sur le comptoir de la cuisine, écrit de sa main ferme et élégante. « Rendez-vous chez le médecin à 10 heures. Je vous y rejoins, avec amour, papa. » Elle le lut 2 fois, traçant le mot « amour » avec son pouce. D'une certaine manière, ce seul mot lui serra la gorge. À 10 heures, Emily était assise dans une clinique lumineuse et stérile sur Atlantic Avenue. Grace l'avait accompagnée, occupant Noah avec ses clés. Le médecin, un homme calme aux lunettes argentées, examina ses résultats. « Le cœur du bébé est fort, dit-il doucement. Vous avez subi un choc, mais vos signes vitaux sont normaux. Le repos et le soutien émotionnel seront importants. » Emily hocha la tête, ses doigts s'agitant sur ses genoux. « Le stress peut-il affecter le bébé à long terme? » Il sourit doucement. « Le stress arrive. Ce qui compte, c'est la façon dont vous le gérez. Vous êtes ici. Vous faites ce qu'il faut. C'est de la force. » Devant la clinique, Richard attendait près de sa Mercedes, le téléphone pressé contre son oreille, parlant de son ton mesuré de PDG. Oui, les RH coordonneront sa suspension. Non, il n'aura pas accès au bâtiment. Gardez le secret pour l'instant. Quand il vit Emily, il mit fin à l'appel immédiatement. Tout va bien. Elle fit un léger signe de tête. Le bébé va bien. Il expira, le soulagement se lisant sur son visage. C'est tout ce qui compte. Ils rentrèrent en silence. Manhattan scintillait de l'autre côté de la rivière, mais Emily ne regarda pas en arrière. Son téléphone vibra à nouveau, le nom de Nathan sur l'écran. Elle l'éteignit complètement. En arrivant à l'appartement, Richard déposa une petite enveloppe sur la table à manger. « Ce sont les coordonnées de Linda Park, » dit-il. « Elle est l'une des meilleures avocates spécialisées en droit de la famille de la ville. Vous devriez lui parler aujourd'hui. » Emily fronça les sourcils. « Papa, je ne veux pas transformer ça en guerre. » Il secoua lentement la tête. « Ce n'est pas une guerre. C'est une protection pour toi, pour Noah. Il y a une ligne entre le pardon et la folie. » Plus tard dans l'après-midi, elle appela Linda. La voix de la femme était calme, ferme, professionnelle. « Emily, je suis désolée que vous traversiez cela, dit-elle. La première étape est de la documentation. Des photos, des messages, des témoins. Vous étiez au plaza, n'est-ce pas? Ils auront des images de sécurité. » Emily cligna des yeux. Il y avait des caméras partout. Linda répondit. « Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de la demande. Vous, concentrez-vous simplement sur votre sécurité. » Quand l'appel se termina, Emily sentit quelque chose changer. Pour la première fois en 24 heures, elle ne réagissait pas seulement, elle se préparait. Alors que la soirée tombait, Grace passa avec le dîner et une petite boîte blanche. « Un cadeau, dit-elle. » À l'intérieur se trouvait un journal bleu layette avec un jour à la fois gravé sur la couverture. « Écris tout. »
ajouta Grace. Cela te gardera saine d'esprit. Emily sourit faiblement. Tu parles comme une thérapeute. Grace rit. Je suis une meilleure amie avec Pinterest. Elles mangèrent tranquillement pendant que Noah babillait dans sa chaise haute. De temps en temps, Emily regardait son fils et pensait « C'est pourquoi je ne peux pas m'effondrer ». Quand la nuit vint, elle s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller comme des pensées agitées. Elle ouvrit le journal et écrivit « Jour 2, je suis en sécurité. Mon enfant est en sécurité. Il m'a blessé, mais il ne me définit pas. Je ne me tairai pas. » Puis elle le referma, sentant le léger bourdonnement de vie de la ville en contrebas. Et quelque part de l'autre côté de l'East River, alors que Nathan tentait d'appeler encore et encore, Emily traça sa première ligne de sécurité et jura de ne plus jamais le laisser la franchir. Le lendemain matin, Brooklyn était enveloppée d'une brume tranquille. Emily se tenait près de la fenêtre de son appartement temporaire, sirotant un café léger dans une tasse en papier. Noah dormait encore, un doux paquet de chaleur dans son berceau. La ville au-delà de la vitre semblait distante, détachée, comme si elle appartenait à une vie qu'elle avait déjà laissée derrière elle. Sa joue guérissait, mais le bleu sous sa peau pulsait encore du souvenir. À 9 heures précises, Richard arriva. Il avait l'air épuisé mais calme, son costume anthracite parfaitement repassé. « Linda Park nous rencontrera dans mon bureau, dit-il. Elle veut commencer le processus aujourd'hui. » Emily hésita, fixant son reflet. « Est-ce que nous faisons vraiment ça? »« Oui, répondit-il simplement. Nous construisons un pare-feu entre toi et lui. » À 10 heures, ils étaient assis dans une élégante salle de conférence sur Park Avenue, 27 étages au-dessus du bruit de Manhattan. À travers les fenêtres du sol au plafond, la ligne d'horizon semblait presque sereine. Emily était assise en face de Linda Park, une femme aux yeux vifs mais gentille, la quarantaine. Son ordinateur portable argenté brillait de fichiers ouverts étiquetés « Ordonnance de protection » et « Projet de garde ». Linda se pencha en avant. « Emily, voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous déposerons une ordonnance restrictive temporaire qui garantira que Nathan ne puisse pas te contacter ou t'approcher, toi ou Noah. Ensuite, nous obtiendrons des copies des images de sécurité de l'hôtel. Le Plaza a des caméras haute définition dans le hall et la salle de bal. Ces enregistrements soutiendront ton dossier. » Emily écouta, ses doigts traçant nerveusement le bord de son verre d'eau. « Il ne prendra pas ça tranquillement, » murmura-t-elle. Linda hocha la tête. « Je sais, mais tu as des preuves, des témoins et le soutien de ton père. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de protection. » Richard croisa les bras. « Qu'en est-il du côté de l'entreprise? » « Les RH l'ont déjà suspendu, mais je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de représailles, » répondit Linda en douceur. « Il est toujours soumis à la politique de l'entreprise. Toute tentative d'intimider Emily ou de manipuler des dossiers internes violera l'éthique et les normes légales. Nous le ferons savoir clairement. » Miguel Torres, le conseiller financier de Richard, entra dans la pièce portant un dossier mince. « J'ai examiné les dépenses de l'entreprise de Nathan. Il a dit avoir utilisé la carte de l'entreprise au Ritz-Carlton le mois dernier 2 fois. Les 2 fois, Eva Monroe a signé le reçu. » Linda haussa un sourcil. « Parfait. Cela soutient un modèle d'utilisation abusive des fonds de l'entreprise et une éventuelle liaison. » Emily eut le souffle coupé, mais elle ne pleura pas. Elle fixa simplement les chiffres. « Alors, pendant que j'étais à la maison avec Noah, ils étaient au Ritz. » L'expression de Richard se durcit. « Et il a appelé ça une retraite d'affaires. » Linda tapota doucement la table. « Ne te concentre pas sur la colère, Emily. Concentre-toi sur le contrôle. C'est comme ça que tu gagnes. » Le reste de la réunion se fondit dans une liste de contrôle. Déclaration sous serment, conditions de garde, sécurité financière. Mais à travers le flou du langage juridique, Emily commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours. Une structure, un plan, une carte pour sortir du chaos. À midi, les documents étaient signés.
Linda ferma son ordinateur portable. « Vous avez fait le pas le plus difficile, dit-elle doucement. À partir de maintenant, nous avançons une étape à la fois. » Dehors, le ciel s'était éclairci. La ville scintillait sous un pâle soleil, les tours de verre reflétant des traînées d'or. Richard posa une main sur l'épaule de sa fille. « Nous allons nous en sortir, dit-il. Emily sourit faiblement. « Je vous crois. » Alors qu'il sortait du bâtiment, le vent portait le léger parfum de café torréfié et d'asphalte. Pendant un instant, Manhattan ne sembla pas hostile. Elle sembla vivante, comme si elle la regardait se reconstruire. Ce soir-là, Emily rentra chez elle pour trouver un message de Linda. Ordonnance restrictive temporaire approuvée avec effet immédiat. Il ne peut pas vous approcher ni vous contacter directement. Emily lut les mots 3 fois, puis expira. Ce n'était pas une victoire. Pas encore, mais c'était une protection. Elle prit Noah, pressant sa joue contre ses cheveux. « Maman a fait quelque chose de courageux aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Nous sommes en sécurité maintenant. » Et alors que les lumières de la ville s'allumaient une par une, Emily réalisa que la justice ne rugit pas toujours. Elle commence parfois par une paperasserie silencieuse et le battement de cœur régulier du courage. Le soleil était déjà haut sur Manhattan lorsque Nathan Blake se réveilla au son de son téléphone vibrant sans arrêt sur la table de nuit. Sa tête cognait et l'odeur du whisky de la veille persistait dans l'air. Pendant une seconde, il ne se souvint pas où il était. Puis il vit le verre de champagne vide, les rideaux à moitié ouverts et l'écharpe de soie rouge qu'Ava avait laissé draper sur la chaise. Tout lui revint en mémoire. Il s'assit, attrapa son téléphone et fit défiler le flot de notifications. Des dizaines d'appels manqués. 3 emails urgents marqués l'enquête interne. Un de la directrice des RH. À effet immédiat. Votre accès professionnel a été restreint. En attendant l'examen de votre conduite récente. Nathan jura à voix basse. Il enfila une chemise froissée et se dirigea vers la fenêtre. De sa suite d'hôtels, la ligne d'horizon de Manhattan scintillait comme un défi. Son reflet le fixait, un homme qui avait tout eu et qui était maintenant sur le point de tout perdre. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Ava. Il répondit sèchement. « Qu'est-ce que se passe? » Sa voix était légère, presque moqueuse. « Ne me regarde pas. Les gens parlent. Quelqu'un a fait fuiter une photo du plaza. » Nathan se figea. « Une photo? »« Oui, bébé. » Elle ronronna. « Toi giflant ta femme enceinte. C'est partout sur les blogs à potins. On dirait que cet événement de réseautage s'est transformé en un cauchemar de relations publiques. » Il sentit le sang lui quitter le visage. « Tu avais promis. »« Je n'ai rien promis. » Ava l'interrompit. « Tu voulais t'amuser, tu te souviens? » « Eh bien, le plaisir a un prix. » Puis elle raccrocha. Nathan regarda le téléphone incrédule. Il pouvait déjà le voir. Son visage figé en plein mouvement, la main levée, Emily reculant. Une seule image qui pouvait mettre fin à des carrières. Son estomac se tordit. Un coup à la porte rompit le silence. C'était la sécurité de l'hôtel. « Monsieur Blake, nous avons été priés de vous informer que votre suite doit être libérée d'ici midi. » Il cligna des yeux. « Libéré par qui? »« Le compte professionnel de votre entreprise a été suspendu, » répondit l'homme. « Nous aurons besoin de votre carte clé. » La gorge de Nathan se serra. Il fit ses bagages en silence, jetant des vêtements dans un sac de voyage en cuir, ses mouvements saccadés. Quand il ouvrit son ordinateur portable, son email professionnel était déjà verrouillé. L'écran de connexion affichait « Compte désactivé ». Au moment où il atteignait la rue, le bruit de Manhattan semblait plus fort, plus dur. Sa Mercedes n'était pas là. Elle avait été saisie par l'entreprise. Il hélait un taxi, ses mains tremblantes. Park Avenue, marmonna-t-il. À l'intérieur du taxi, son téléphone vibra à nouveau. Un message de Richard Carter. « Nous procéderons à un examen formel. N'essayez pas de contacter Emily. » La mâchoire de Nathan se serra. « Il la monte contre moi, » se murmura-t-il. « Il prend tout. » Mais au fond, il connaissait la vérité. Il avait fait ça.
Au siège de Park Avenue, l'expression de la réceptionniste était raide. « Monsieur Blake, les RH vous attendent. » Il traversa les portes vitrées, chaque pas plus lourd que le précédent. À l'intérieur de la salle de conférence, Richard se tenait à la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Linda Park était assise à côté de lui, des documents soigneusement empilés. Richard se tourna lentement. « Nathan, votre conduite a créé un risque que nous ne pouvons ignorer. Vous êtes par la présente suspendu en attendant une résiliation complète. La sécurité vous escortera. » Le visage de Nathan se tordit. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit cette entreprise avec vous. » Les yeux de Richard étaient froids. « Vous l'avez construite à mes côtés, puis vous avez décidé que vous étiez au-dessus. » Un garde s'avança. Nathan hésita, puis regarda Linda. « Dites à Emily que je suis désolé. » Elle rencontra son regard inébranlable. « Dites-lui vous-même quand le tribunal l'autorisera. » Quelques minutes plus tard, Nathan sortit du bâtiment, le vent de novembre lui coupant le visage. Des journalistes attendaient près du trottoir, des flashs éclatants à son passage. Il garda la tête baissée, le son de ses propres pas résonnant comme un compte à rebours. De retour à l'hôtel, Ava était partie. Son écharpe, son parfum, ses promesses aussi. La pièce sentait le vide. Nathan s'enfonça dans le fauteuil et se cacha le visage dans les mains. Le silence était assourdissant, et pour la première fois, l'homme qui pensait posséder le monde réalisa qu'il n'avait été rien de plus qu'un locataire expulsé de sa propre vie. Les lumières de l'après-midi se déversaient sur Manhattan comme de l'or fondu. La 5e avenue était animée par le bruit de la circulation, les publicités de parfums éclairant les panneaux d'affichage et les touristes prenant des photos près du plaza. Ironiquement, le même endroit où le monde d'Emily s'était effondré. Mais aujourd'hui, elle n'était plus la femme brisée de cette nuit-là. Elle marchait d'un pas ferme, Noah dans sa poussette, Grace à ses côtés, tenant une tasse de café Starbucks. Grace tenta de paraître désinvolte. « Tu es sûr de vouloir faire ça? Retourner là-bas? » Emily hocha la tête. « Je ne vais pas me cacher d'un bâtiment. J'ai juste besoin de mes affaires. » L'ordonnance du tribunal l'autorisait à récupérer ses biens sous la surveillance de la sécurité. Linda avait tout arrangé. Il ne s'agissait pas de confrontation. Il s'agissait de clôture. Lorsqu'elles arrivèrent à l'appartement de la Tour de Verre sur la 5e avenue, le visage du portier se figea une seconde, puis s'adoucit. « Madame Blake, » dit-il maladroitement, « je suis tellement désolé pour tout. »« Juste Emily maintenant, » répondit-elle gentiment. La sécurité les conduisit à l'étage. La montée en ascenseur sembla interminable, le bourdonnement des câbles résonnant dans sa poitrine. Lorsque les portes s'ouvrirent, Emily entra dans ce qui était autrefois sa maison, un espace rempli de meubles design, de marbre poli et du fantôme de rire qui n'appartenait plus là. L'air sentait légèrement l'eau de Cologne et le parfum d'Ava, doux et piquant comme la trahison. Grace commença à ranger les jouets de Noah pendant qu'Emily se dirigeait vers la chambre. La couette en soie était parfaitement arrangée, mais il y avait 2 verres sur la table de nuit. Elle les fixa un long moment, puis ouvrit la commode. À l'intérieur se trouvait une petite boîte bleue, celle de Tiffany que Nathan lui avait offert 2 ans auparavant pour leur anniversaire. À l'intérieur, le bracelet en argent manquait d'un charme, le petit cœur qui avait autrefois dit « pour toujours ». Emily ne pleura pas. Elle ferma simplement la boîte et la glissa dans son sac. Dans le salon, le flash d'un photographe clignota à travers la fenêtre. Quelqu'un était dehors, prenant des photos. Linda l'avait prévenu que des journalistes pourraient être là, espérant un titre. Emily s'écarta, le visage calme. Grace la regarda. Ils veulent une réaction. Ils n'en auront pas, dit Emily doucement. Plus maintenant. Quand elles eurent fini, l'officier de sécurité les escorta jusqu'au hall. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, 2 voix familières résonnèrent dans le couloir. Emily se figea. Nathan et Ava étaient en train de se disputer. Le ton d'Ava était vif, furieux. « Tu avais promis que tu arrangerais ça. Tu as dit que ton beau-père calmerait les choses. » Nathan répliqua. «
Tu crois que je contrôle Richard Carter? Il possède la moitié de cette ville. » Ils se tournèrent et virent Emily. Pendant un battement de cœur, le couloir devint silencieux. Les yeux de Nathan s'adoucirent, la culpabilité y transparaissant. « Emily, attends. S'il te plaît, parle-moi juste. » Grace s'avança, protectrice. « Elle ne te doit pas un mot. » Ava croisa les bras, souriant d'un air suffisant. « Oh, allez, Grace, tout le monde sait que c'est juste un drame de riche. Ne fais pas comme si elle était une sainte. » La voix d'Emily coupa l'air. « Tu peux la voir, Ava. Tout lui. Les mensonges, la culpabilité, les promesses vides, ils sont à toi maintenant. » Le sourire d'Ava vacilla. Nathan tendit la main comme pour toucher le bras d'Emily, mais l'agent de sécurité s'interposa. « Monsieur, l'ordonnance restrictive s'applique ici. Veuillez reculer. » Nathan se figea, sa main tremblant dans l'air. Emily inspira profondément, son cœur battant, mais sa posture inébranlable. « J'en ai fini d'avoir peur, Nathan. Tu ne me feras plus de mal. » Sans un autre regard, elle poussa la poussette. Les portes de l'ascenseur se fermèrent lentement, scellant le moment comme une scène d'une vie qu'elle avait enfin laissée derrière elle. Dehors, le bruit de la ville l'enveloppa comme une chanson qu'elle comprenait à nouveau. Grace lui tendit un café frais. « Tu n'as même pas tremblé, » dit-elle fièrement. Emily sourit faiblement. « C'est parce qu'il n'a plus d'importance. » Elles traversèrent la 5e avenue, le vent soulevant ses cheveux. Le soleil de l'après-midi attrapa son reflet dans la vitrine d'un magasin, fatigué mais intact. Et alors qu'elle s'éloignait de l'endroit qu'il avait autrefois défini, Emily réalisa que la liberté ne commence pas toujours par la victoire. Elle commence par le courage de partir sans regarder en arrière. La nuit était froide et la pluie tapait doucement contre les fenêtres de l'appartement de Brooklyn Heights. Emily était assise dans la lumière tamisée d'une lampe de chevet, sa robe de chambre bien serrée autour d'elle, une tasse de thé à la camomille refroidissant à côté de son MacBook Air. Noah bougea dans son berceau, laissant échapper un soupir de sommeil avant de se rendormir. Elle ferma son ordinateur portable, se frotta les yeux gonflés et le regarda. Le minuscule battement de cœur qui l'avait empêché de s'effondrer. Son téléphone vibra une fois sur la table de chevet. Un SMS de Grace. « Je pense à toi, fier de la façon dont tu as géré la journée. » Un autre de Linda. « Ordonnance restrictive confirmée. Date d'audience en attente. » Emily les lut, hocha la tête et verrouilla son téléphone. Le calme qui suivit n'était pas de la solitude. C'était la paix, le genre qui vient après que la tempête soit enfin passée. Pourtant, elle ne pouvait pas se débarrasser de l'écho du visage de Nathan quand il l'avait vu à l'appartement plus tôt. Il y avait de la culpabilité là, peut-être de la peur, mais pas d'amour. Tout ce qu'ils avaient partagé autrefois avait disparu. L'homme en qui elle avait eu confiance était devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Et pourtant, elle ne ressentait plus de haine. Juste un vide, se transformant lentement en détermination. Elle se leva et alla voir Noah. Ses petits doigts tressaillèrent dans un rêve. Ses lèvres se courbèrent d'un léger sourire. Emily s'assit à côté de lui, chuchotant « Tu m'as sauvé, tu sais ça? Chaque fois que je voulais abandonner, tu m'as fait respirer à nouveau. » La pluie s'intensifia, chuchotant contre la vitre comme une berceuse. Sur la table de chevet se trouvait le livre que son père lui avait donné. « Femme qui court avec les loups ». Elle l'ouvrit à une page qu'elle avait marquée plus tôt. « Les portes du monde du moi sauvage sont rares mais précieuses. Si vous avez une cicatrice profonde, c'est une porte. » Ses yeux s'attardèrent sur ces mots. Elle n'était pas encore guérie, mais elle apprenait. Quelques heures plus tard, elle alluma son Kindle, parcourant à nouveau Atomic Habits. Elle souligna une ligne. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes. Emily sourit faiblement. Alors, je construirai de meilleurs systèmes. Le lendemain matin, la lumière du soleil pénétrait à travers les rideaux. La tempête s'était dissipée. Elle se réveilla tôt,
prépara du café et ouvrit un cahier intitulé « Prochaines étapes ». Elle y lista 3 choses: appeler un thérapeute, planifier un examen prénatal, recommencer à chercher un travail à temps partiel en tant qu'infirmière. À 10 heures, elle rejoignit un groupe de soutien virtuel pour les femmes en rétablissement après des violences domestiques. Sa voix était tremblante au début. « Je m'appelle Emily », dit-elle, « et j'apprends à reprendre ma vie en main. » Des dizaines de visages souriaient depuis l'écran, des histoires différentes, mais le même feu dans leurs yeux. Une femme dit doucement « Vous êtes déjà plus forte que vous ne le pensez ». Quand l'appel se termina, Emily se sentit plus légère. Vers midi, Grace passa avec le déjeuner, une soupe au poulet et un petit sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un éléphant en peluche pour Noah et un mot, un rappel que les choses douces peuvent encore survivre aux tempêtes. Emily serra son amie dans ses bras. « Tu as été mon ancre. » Grace haussa les épaules. « On ne laisse juste pas les reines se noyer, c'est tout. » Cette nuit-là, alors que Noah riait dans son bain, Emily réalisa à quel point les choses avaient changé en seulement une semaine. Les bleus sur son visage s'estompaient. La panique dans sa poitrine s'était transformée en quelque chose de stable, ou quelque chose qui ressemblait à de la force. Plus tard, elle s'assit à nouveau près de la fenêtre. Noah endormi à côté d'elle. La ligne d'horizon de Manhattan brillait de l'autre côté de l'eau. Quelque part là-bas, Nathan sombrait probablement plus profondément dans sa propre obscurité. Mais elle ne s'en souciait plus. Son attention était d'ici, sur les petites respirations, la chaleur, le pouls régulier de la vie. Elle se murmura « Nous allons bien ». Puis elle appuya à nouveau sur « Enregistrer » sur son téléphone. Jour 7, je n'ai pas pleuré aujourd'hui. J'ai travaillé, j'ai souri, j'ai fait des plans. Peut-être que c'est ça, la guérison, silencieuse mais réelle. Et alors que la nuit l'enveloppait, Emily comprit que son plus grand acte de force n'était pas de combattre Nathan. C'était de choisir la paix pour elle-même et pour son fils. La lumière du soleil matinal perça les nuages, projetant des éclats dorés sur l'East River. Emily était dans la cuisine, versant du lait dans le bol de céréales de Noah lorsque son téléphone vibra sur le comptoir. Elle s'essuya les mains, jeta un coup d'œil à l'écran et se figea. C'était un message de Grace. « Ne panique pas. » Mais c'est sorti. Le cœur d'Emily rata un battement. Elle ouvrit le lien envoyé par Grace. Là, placardé sur la première page d'un site de potins, se trouvait une photo floue prise au Plaza. L'instant exact où la main de Nathan avait frappé son visage. Le flash l'avait surprise en plein mouvement de recul, les yeux écarquillés, le bébé dans ses bras. Le titre hurlait. PDG millionnaire agresse sa femme enceinte lors d'un gala, témoin sous le choc. Elle eut le souffle coupé. La photo s'imprima dans sa vision. Chaque humiliation, chaque murmure lui revint en mémoire. Elle pouvait presque entendre à nouveau le soupir de la foule. Grace appela immédiatement. « Em, écoute-moi. Ne lis pas les commentaires. Le public est brutal. Linda est déjà dessus. » Elle envoie des demandes de retrait. Emily déglutit difficilement. « On peut voir le visage de Noah, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit Grace doucement. « Nous allons la faire retirer. Accroche-toi. » 1 heure plus tard, la voix calme de Linda arriva par téléphone. « La photo sera retirée d'ici ce soir. J'ai déjà envoyé des avis légaux au site et aux photographes. Mais Emily, cela pourrait en fait nous aider. L'image vérifie l'incident au-delà de tout doute. Ce n'est plus seulement votre parole. » Emily s'appuya contre le comptoir, la main tremblante. « Je ne voulais pas de preuves comme ça. »« Je sais, » répondit Linda gentiment. « Mais parfois la vérité a sa propre façon de se manifester, que nous soyons prêts ou non. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Nathan était assis dans son appartement temporaire, fixant la même photo sur son ordinateur portable. Son téléphone explosait. Membre du conseil, client, journaliste. Chaque message pire que le précédent. Il ferma l'ordinateur portable d'un coup.
le bruit résonnant sur les murs nus. Ava était près de la fenêtre, sirotant un café, faisant défiler son téléphone. Elle haussa un sourcil. « Eh bien, tu es officiellement devenu viral. Félicitations. »« Taise-toi, Ava, » répliqua Nathan. « Tu trouves ça drôle? » Elle sourit. « Non, je pense que c'est inévitable. Tu as toujours cru que tu pouvais tout avoir. Maintenant, le monde te voit pour ce que tu es. » Nathan attrapa sa veste. « Je dois arranger ça, je dois parler à Richard. » Eva ricana. « C'est lui qui l'a fait fuiter. Génial. Le contrôle des dégâts ne viendra pas. » Nathan s'arrêta en plein mouvement, les yeux se plissant. Il ne ferait pas ça. Mais au fond, il savait que Richard n'avait pas besoin de lever le petit doigt. La vérité avait fait le travail pour lui. De retour à Brooklyn, Emily était assise avec Linda et Miguel dans son salon. Miguel déposa un dossier rempli d'états financiers. « Nous l'avons, dit-il. 2 transactions du compte professionnel de Nathan, suite 5 étoiles, au Ritz-Carlton, toutes 2 au nom d'Ava. Il n'y a plus moyen de cacher ça. » Emily regarda les papiers, ses doigts effleurant l'encre froide. « Alors, pendant que j'étais enceinte et seule, il dépensait l'argent de l'entreprise pour elle. » Miguel hocha la tête. « Et cela en fait non seulement une faute personnelle, mais une fraude d'entreprise. » Linda sourit faiblement, son professionnalisme cachant sa satisfaction. « C'est un levier, Emily. Légal, propre, indéniable. » Emily expira, ressentant enfin une étrange sorte de calme. Que se passe-t-il ensuite? « Nous allons de l'avant, dit Linda. Ordonnance de protection, requête de garde, examen des actifs. Vous restez silencieuse et calme. Laissez les preuves parler. » Cette nuit-là, quand Noah fut endormi, Emily rouvrit son ordinateur portable. La photo avait disparu du site. À sa place se trouvait une courte déclaration. Contenu supprimé à la demande du conseiller juridique. Elle ferma les yeux de soulagement. Puis elle ouvrit à nouveau son enregistreur vocal. « Jour 9, dit-elle doucement. Le monde a vu mon pire moment aujourd'hui. Mais peut-être que ce n'est pas la fin. Peut-être que c'est le début des gens qui voient la vérité. » Dehors, Manhattan scintillait sous les étoiles, indifférente mais en quelque sorte réconfortante. La photo qui l'avait autrefois humiliée était devenue l'étincelle de sa justice. Et alors que la nuit s'épaississait, Emily réalisa que parfois, la preuve la plus douloureuse peut aussi être l'arme qui vous libère enfin. C'était un lundi matin gris sur Park Avenue, le genre de matin où même la ville semblait bouger plus lentement. L'air à l'intérieur de Blake & Carter Holdings était lourd, chargé de tension. La salle du conseil, habituellement un espace pour des discussions valant des milliards de dollars, était devenue l'arène d'un règlement de compte. La longue table en verre brillait sous les lumières encastrées et à sa tête était assis Richard Carter, calme, impénétrable. Nathan entra, son costume impeccable, les yeux injectés de sang. Il portait un dossier en cuir et le poids de sa propre chute. Chaque pas sur le sol en marbre résonnait comme un battement de tambour. Les membres du conseil, des hommes et des femmes avec qui il plaisantait, dînaient, évitèrent son regard. Richard ne leva pas les yeux. « Tu es en retard. » Nathan força un sourire. « La circulation. »« La circulation n'explique pas l'arrogance, » répondit Richard froidement. La directrice des RH, une femme nommée Elaine, ouvrit son ordinateur portable. « Nous sommes ici pour discuter de la crise de réputation et d'éthique impliquant M. Blake, » dit-elle. L'incident au Plaza a atteint plus de 10 millions de vues en ligne. Plusieurs médias ont identifié Emily Carter comme la victime. Nathan se tortillait sur son siège. C'est un malentendu qui a été exagéré. Emily et moi... « Stop, dit Richard sèchement. Tu ne peux pas réécrire ce que le monde a vu. » Le silence tomba. La pluie dehors traçait des lignes tordues comme les fractures dans la vie de Nathan. Hélène cliqua sur une diapositive montrant des titres. PDG millionnaire suspendu pour des allégations de violence domestique. La confiance des investisseurs chute de 17%. La famille Carter sous pression pour répondre.
Nathan déglutit. Nous pouvons gérer ça. Émettre un communiqué. Blâmer le stress de la fusion. Un membre du conseil, un homme âgé nommé Harris, l'interrompit. Vous pensez que le stress justifie de frapper une femme enceinte? Nathan se figea. Ce n'est pas... C'est exactement ce que c'est, dit Harris. Et si nous vous gardons, nous tombons avec vous. Un murmure d'accord se répandit autour de la table. La main de Nathan se resserra autour de son dossier. Vous êtes tous des hypocrites. Chacun d'entre vous a des squelettes dans le placard. Richard se leva lentement. Assez. Sa voix portait le genre d'autorité qui mettait fin aux disputes sans élever le ton. Cette entreprise a été construite sur la confiance, Nathan, sur l'intégrité. Tu as brisé les deux. Il plaça un seul papier sur la table, une proposition formelle de résiliation. Tu démissionneras aujourd'hui avec effet immédiat. C'est la seule chance que tu aies de sauver ce qu'il reste de ta réputation. La voix de Nathan se brisa. Tu ne peux pas me faire ça. Les yeux de Richard s'adoucirent, mais seulement légèrement. Je ne te fais pas ça. Tu te l'es fait à toi-même. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Nathan rit amèrement. Alors c'est ça, tu renvoies à ton propre gendre? Richard le regarda droit dans les yeux. Je protège ma fille. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Les épaules de Nathan s'affaissèrent. Il signa la lettre de démission avec des mains tremblantes. Le stylo Mont-Blanc que Richard lui avait autrefois donné lors de sa première promotion. Quand ce fut fini, il resta là, fixant sa signature. « Est-ce que tu te soucies de ce qui m'arrive? » Richard expira. « Je me soucie que tu en tires une leçon. Parce que tant que tu ne le feras pas, tu continueras à détruire tout ce que tu touches. » La voix de Nathan était à peine un murmure. « Et Emily, elle ira bien, » dit Richard en se détournant. « Elle est plus forte que tu ne le penses. » La sécurité escorta Nathan. Alors qu'il traversait le hall, les employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient. Les conversations se turent. Les yeux le suivirent, non pas avec pitié, mais avec un jugement silencieux. Dehors, la pluie s'était transformée en neige, de doux flocons tombant sur la ville qui l'avait autrefois adorée. Son reflet dans les portes vitrées semblait petit, presque méconnaissable. De retour dans la salle du conseil, Richard s'enfonça dans sa chaise, fixant la ligne d'horizon. Hélène ferma son ordinateur portable. « Cela calmera les investisseurs, » dit-elle doucement. « Bien, » répondit Richard par. Mais il ne s'agissait pas des investisseurs. Il prit son téléphone et tapa un court message à Emily. « C'est fait. Il est dehors. Tu es en sécurité maintenant. » Emily, assise près de la fenêtre à Brooklyn, avec Noah sur ses genoux, lut le message et sourit faiblement. Dehors, la première neige de l'hiver saupoudrait les toits comme une promesse de nouveau départ. Et alors que la ville avançait, une vérité se tenait droite au-dessus de Park Avenue. Le pouvoir construit sur la cruauté s'effondre toujours, mais la dignité, jamais. La tempête extérieure était passée. Mais celle à l'intérieur de la poitrine de Nathan ne faisait que commencer. 3 jours après sa démission, l'ancien millionnaire célébré était assis dans un appartement à moitié vide à Midtown, sa nouvelle résidence temporaire, jusqu'à l'expiration du bail d'entreprise. Les comptoirs en marbre étaient nus, les bouteilles de champagne disparues, les rires remplacés par le silence. Même Ava n'avait pas rappelé. Elle s'était évanouie dès que le scandale avait éclaté. Nathan était assis près de la fenêtre, fixant la ligne d'horizon grise de Manhattan. Un sandwich à moitié mangé reposait, intouché, à côté de son téléphone. La télévision diffusait les nouvelles du matin. L'ancien dirigeant Nathan Blake est officiellement démissionné suite à l'agression médiatisée au Plaza Hotel. La voix de la présentatrice dégoulinait de pitié polie. Des sources proches de la famille Carter ont confirmé qu'Emily Carter et son enfant sont en sécurité. Il éteignit la télévision. « En sécurité ?» murmura-t-il, le mot brûlant sa gorge. Il attrapa un verre et le lança à travers la pièce. Il se brisa,
résonnant dans le vide. Sa mère appela cet après-midi-là. « Nathan, commença-t-elle doucement. J'ai vu les nouvelles. Qu'as-tu fait, mon chéri? » Il se frotta le front. « Ce n'est pas ce que ça a l'air, maman. » Sa voix se brisa. « C'est exactement ce que ça a l'air. Tu as blessé ta femme. Tu as humilié ta famille. Je t'ai mieux élevé que ça. »« Ne commence pas, » répliqua-t-il. « Tu ne sais pas la pression sous laquelle j'étais. »« Non, » disait-elle fermement. « Je connais la différence entre le stress et la cruauté. » Puis elle fit une pause. « Tu as besoin d'aide, Nathan, une vraie aide. Va en thérapie. Répare-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Il raccrocha avant de répondre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière à Brooklyn, Emily prenait le petit déjeuner avec Grace et Linda. La cuisine sentait le café frais et le pain grillé. Noah était dans sa chaise haute, riant aux miettes sur son plateau. Linda ouvrit son dossier. La date d'audience pour l'ordonnance de protection est confirmée pour vendredi prochain. Nathan a été informé. Nous présenterons la preuve vidéo du Plaza et les relevés financiers que Miguel a découverts. Grace regarda Emily. « Tu es prête pour ça? » Emily inspira. « Je dois l'être pour Noah. » Richard arriva juste à ce moment-là, portant un petit avion jouet. « Je pensais que mon petit-fils aimerait ça, » dit-il en le tendant à Noah. Le garçon frappa dans ses mains et poussa un cri, remplissant la pièce de chaleur. Richard sourit à sa fille. « Tu as bien fait, Emily. Tu es plus calme, plus forte. » Elle leva les yeux de son café. « J'y arrive, un jour à la fois. » Cette nuit-là, Emily borda Noah et s'assit à son bureau. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de la fenêtre, rougeoyantes comme des braises. Elle ouvrit son journal et écrivit. « Jour 11. Le bruit s'estompe. La peur est plus petite. Je peux respirer à nouveau. » De l'autre côté de la ville, Nathan s'enfonçait dans la spirale. Son téléphone vibrait avec des alertes, plus d'articles, plus de titres. L'un d'eux lisait. Le cours de l'action Blake and Carter rebondit après la démission de Blake. Il rit amèrement. « Ils sont mieux sans moi, » marmonna-t-il. Quand il sortit prendre l'air, des paparazzis attendaient. Des flashs éclatèrent comme des éclairs. « Nathan, un commentaire sur les allégations d'abus ?» cria quelqu'un. « Ferez-vous face à des accusations criminelles ?» Il les repoussa, sa voix se perdant. Pas de commentaire. Mais à l'intérieur, la culpabilité le rongeait. Pour la première fois, il réalisa que l'empire qu'il avait construit n'était rien d'autre que du verre et qu'il l'avait lui-même brisé. Plus tard ce soir-là, il resta assis dans l'obscurité, faisant défiler d'anciennes photos. Emily, souriante à Central Park, le premier anniversaire de Noah. Sa gorge se serra. « Qu'ai-je fait? » murmura-t-il. Au même moment, Emily se tenait sur son balcon, sa tasse de thé à la main. L'air sentait la pluie et les nouveaux départs. Elle leva les yeux vers les étoiles qui commençaient juste à percer les nuages. Pour la première fois, l'avenir ne semblait pas terrifiant. Il semblait ouvert. Grace lui envoya un message. « Fier de toi. Tu gagnes cette bataille, un livre de soleil à la fois. » Emily sourit, tapant en retour. « Je ne le combatte plus. Je me bats pour moi. » Et alors que la nuit s'étendait sur Manhattan, deux hommes faisaient face à des directions opposées, l'une se noyant dans le regret, l'autre apprenant enfin à respirer à nouveau. Une semaine plus tard, la ville était enveloppée d'une lumière de début d'hiver, froide, vive et silencieuse. Emily émitoufla Noah dans sa poussette, l'enveloppant d'une couverture bleue avant de sortir dans l'air matinal. La promenade le long de l'esplanade de Brooklyn Heights était devenue leur nouveau rituel. De là, elle pouvait voir la ligne d'horizon de Manhattan se dresser comme un rappel. Le monde pouvait vous briser, mais il pouvait aussi vous faire recommencer. Elle s'arrêta dans un petit café au coin, le genre avec des vitres embuées et l'odeur des grains torréfiés flottant à l'extérieur. La barista la reconnut maintenant. « Bonjour, mademoiselle Carter. Votre latte habituelle? »« Oui, s'il vous plaît.
dit-elle, souriant faiblement. C'était la première fois qu'elle souriait sans se forcer. Elle s'assit près de la fenêtre, sirotant son café pendant que Noah gargouillait joyeusement à côté d'elle. De l'autre côté de la rue, le monde continuait d'avancer. Les gens se précipitant au bureau, les taxis klaxonnant, un homme portant une pile de cartons Amazon. La vie ne s'arrêtait pas pour le chagrin de qui que ce soit. Elle réalisa qu'elle se contentait de couler, indifférente mais constante. Grace la rejoignit 10 minutes plus tard, les joues roses de froid. « Tu es debout tôt », taquina-t-elle, se glissant sur le siège d'en face. « Je n'ai pas pu dormir », admit Emily. « Je n'arrêtais pas de penser à vendredi, à l'audience. » Grace lui prit la main. « Tu as fait tout ce qu'il fallait, monsieur. Tu as des preuves, des témoins, le soutien de ton père. Tout ira bien. » Emily hocha la tête, bien que son estomac se tordît. « Je ne veux pas le voir. »« Tu n'auras peut-être pas à le faire, » dit Grace. Linda a dit qu'il pourrait gérer ça principalement par l'intermédiaire des avocats. Emily inspira profondément. « Bien, je ne sais pas ce que je dirais si je le voyais. » Plus tard cet après-midi-là, Linda appela avec des mises à jour. Sa voix était calme, professionnelle comme toujours. L'ordonnance restrictive reste en vigueur. L'équipe de Nathan a demandé une réunion de médiation au lieu d'une confrontation complète. Nous l'envisagerons, mais seulement à vos conditions. « Mes conditions ?» répéta Emily doucement. « Oui, dit Linda, vous décidez de ce qui se passe ensuite. C'est la différence entre survivre et prendre le contrôle. » Après l'appel, Emily se tint près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher derrière les tours de Manhattan. Le ciel prenait des teintes de rose et d'or, se reflétant sur l'eau. Elle réalisa qu'elle ne détestait plus Nathan. La haine signifiait qu'il avait encore une place dans son cœur, et elle en avait fini de lui donner cela. Ce soir-là, Richard passa après le travail, apportant de la nourriture à emporter. « Tu manges bien ?» demanda-t-il, faisant semblant d'être décontracté. « J'essaie, » dit Emily avec un petit rire. Ils mangèrent ensemble au comptoir de la cuisine. Richard regarda autour de l'appartement. « Tu sais, dit-il, cet endroit te convient, c'est paisible. »« Ce n'est pas encore chez moi, » admit-elle, « mais ça s'en rapproche. » Il hocha lentement la tête. « Quand ta mère est décédée, j'ai cru que la paix ne reviendrait jamais, mais elle revient. Il faut juste du temps et les bonnes personnes. » Emily tendit la main par-dessus le comptoir, touchant sa main. « Merci, papa. Pour tout, toujours. » Ses yeux s'adoucirent. Plus tard dans la nuit, après que Noah se soit endormi, Emily ouvrit à nouveau son journal. Les pages se remplissaient rapidement maintenant. De petites victoires, des réflexions honnêtes, des fragments d'espoir, elle écrivit. Jour 12, j'ai marché sans peur aujourd'hui. J'ai ri sans culpabilité. Peut-être que la guérison n'est pas une ligne droite. Peut-être que c'est un cercle qui revient à soi morceau par morceau. Elle referma le carnet et sortit sur le balcon. L'air était vif mais rafraîchissant. De l'autre côté de la rivière, Manhattan scintillait comme un souvenir qu'elle n'avait plus besoin de poursuivre. Quelque part dans ce labyrinthe de verre et de lumière, Nathan était probablement en train de s'effondrer, mais ce n'était plus son histoire. Emily murmura au vent, « Nous allons bien maintenant. » Elle déposa un baiser sur le front de Noah et y éteignit les lumières. L'appartement tomba dans un doux silence, chaleureux et sûr. Et alors qu'elle s'endormait, Emily réalisa que la paix n'était pas quelque chose que l'on trouvait chez les autres. C'était quelque chose que l'on construisait tranquillement, souffle après souffle, après avoir survécu à sa propre tempête. La neige tombait sur Manhattan comme du verre pilé, recouvrant les rues d'une fine et fragile couche. Dans le bureau de Richard Carter, au centre-ville, les lumières brûlaient tard. Miguel Torres était assis en face de lui, faisant défiler des feuilles de calcul sur son MacBook Pro, la lueur de l'écran se reflétant sur ses lunettes. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il doucement. Richard leva les yeux. « Quelque chose d'utile? » Miguel hocha la tête, tournant l'ordinateur portable vers lui. « Une société écran, Ocean Consulting.
Elle est enregistrée dans le Delaware. Pas d'employés, mais les paiements correspondent parfaitement au voyage d'affaires de Nathan. Même date, même montant. Le bénéficiaire, Eva Monroe. La mâchoire de Richard se serra. Alors, il la payait avec des fonds d'entreprise. Exactement. Miguel dit que l'argent provenait du budget marketing discrétionnaire, caché sous le nom de consultation en relations publiques. Richard expira, sa colère mesurée, contrôlée. Documente tout. Linda en aura besoin pour le tribunal. Pendant ce temps, à Brooklyn Heights, Emily pliait le linge de Noah lorsque son téléphone vibra. C'était un message de Linda. Nous avons découvert de nouvelles preuves financières, détournement de fonds de l'entreprise impliquant Nathan et Ava. Cela renforce à la fois les procédures de garde et de divorce. Emily fixa l'écran un long moment. Ses mains tremblèrent. Non pas de peur, mais de validation. Alors, la vérité refait enfin surface, murmura-t-elle. Grace passa cet après-midi-là, apportant des courses et des potins dans parts égales. Tu ne vas pas le couche, dit-elle en enlevant ses bottes. Quelqu'un a aperçu Eva à un événement de relations publiques hier soir sans Nathan. Apparemment, elle se présente comme une experte en gestion de crise. Tu y crois? Quelle audace! Emily rit doucement pour la première fois depuis des semaines. Je suppose que les gens comme elle retombent toujours sur leurs pieds. Du moins pour un temps. Grace leur versa du café et s'assit au comptoir. Ça va? Je pense que oui, dit Emily. Ça fait moins mal maintenant. Non pas parce que c'est fini, mais parce que je sais enfin qui ils sont. La vérité, c'est la liberté, dit Grace simplement. Ce soir-là, Richard passa avec Linda et Miguel. Ils étalèrent des documents sur la table à manger. Les lumières de la ville de l'autre côté de la rivière scintillaient derrière eux. Linda tapota les papiers. C'est suffisant pour déposer une deuxième plainte. Fraude et utilisation abusive d'actifs. Nathan ne peut plus se cacher derrière sa démission. Le Conseil le poursuivra en justice et nous joindrons ces plaintes à votre divorce. Cela garantit une transparence totale dans la division des actifs. Emily hocha lentement la tête. Je ne veux pas de son argent. Je veux juste la paix. Linda sourit. Vous ne demandez pas vengeance, vous demandez justice. C'est ce qui vous rend puissante. Pendant qu'il travaillait, Noah se réveilla brièvement, pleurant d'un cauchemar. Emily s'excusa, le berçant doucement dans ses bras jusqu'à ce qu'il se calme. À travers le doux bourdonnement de la ville et les murmures de voix dans la pièce voisine, elle sentit quelque chose changer à nouveau. La force ne rugissait pas. Elle chuchotait à travers des choix silencieux, à travers le fait de se tenir droite quand personne ne regardait. Plus tard, après le départ de tout le monde, Richard s'attarda près de la porte. « Tu as géré ça avec une grâce que je ne pensais pas possible, dit-il. Emily sourit faiblement. « J'ai eu un bon professeur. » Il hésita. « Nathan m'a appelé ce matin, voulait parler. » Je n'ai pas répondu. « Tu ne devrais pas, dit-elle gentiment. Il doit affronter ça seul. » Richard hocha la tête. « Je suis d'accord. » Après son départ, Emily s'assit près de la fenêtre, regardant la ville qu'elle réclamait lentement. Les ponts brillaient sous la neige, reliant deux mondes, son ancienne vie et sa nouvelle. Elle ouvrit à nouveau son application de mémo vocal. « Jour 13, murmura-t-elle. Les mensonges se démêlent. Chaque fil qu'il a essayé de cacher est mis en lumière. Je pensais autrefois que la vérité me détruirait. Maintenant, je vois que c'est ce qui me sauve. » Elle jeta un coup d'œil à Noah endormi paisiblement et sourit. Et alors que la neige tombait tranquillement sur Manhattan, Emily comprit que parfois la vengeance la plus puissante n'était pas la colère ou le chaos. C'était de laisser la vérité démanteler les mensonges pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de faux. L'air du soir sur Brooklyn était lourd de brume, le genre qui floutait les lumières du pont entraînées d'aquarelles. Au River Caf, un endroit qui brillait comme un secret sous l'ombre du pont de Brooklyn, Richard Carter attendait à une table de coin. Il l'avait choisi pour une raison, calme, discrète et assez poétique pour un règlement de compte.
Il vérifia sa montre M-Long, 19h30. Nathan était en retard. Typique. Les mains de Richard reposaient sur la table, immobiles comme la pierre autour de lui. Le doux tintement des couverts et le faible murmure des conversations créaient une atmosphère presque trop paisible pour ce qui allait arriver. Finalement, la porte s'ouvrit. Nathan entra, vêtu d'un manteau gris et de l'épuisement. Sa présence autrefois polie était remplacée par quelque chose de creux. Il aperçut Richard et s'approcha, évitant le regard du serveur. « Merci de me recevoir, » dit Nathan, sa voix basse, presque hésitante. Richard ne se leva pas. « Asseyez-vous. » Nathan obéit, joignant les mains. « Je ne savais pas où aller d'autre. Tout le monde s'est retourné contre moi. L'entreprise, le conseil d'administration, mon nom est de la merde dans tous les journaux. C'est parce que tu l'as transformé en merde, » dit Richard d'un ton égal. « Ne fais pas semblant d'être la victime ici. » Le visage de Nathan tressaillit. « J'ai fait des erreurs. Oui, mais je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'aimais Emily, tu sais ça. » Le regard de Richard se durcit. « Tu aimais le pouvoir. Tu aimais l'image qu'elle te donnait. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la vanité. » Nathan déglutit, sa voix tremblante. « Je ne sais plus quoi dire. »« Alors ne dis rien, » répondit Richard. Il sortit un document plié et le posa sur la table. « Voici ce qui va se passer. Tu te conformeras à l'audit financier et à l'ordonnance de garde du tribunal. Tu suivras un programme de gestion de la colère et de réadaptation pour violences domestiques. Tu auras des droits de visite supervisés avec Noah jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. » Nathan fixa le papier comme si c'était une sentence. « Et si je refuse? » Richard se pencha en avant, son ton calme mais mortel. « Alors je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Tu seras connu comme l'homme qui s'est détruit et a tout perdu. Tu ne pourras même pas obtenir un poste de bureau à Wall Street. » La voix de Nathan se brisa. « Richard, je vous en supplie, s'il vous plaît, je veux juste une chance de réparer ça. » Richard fit une pause, l'étudiant pendant un long silence inconfortable. « Sais-tu à quoi ressemble une vraie réparation? Ce ne sont pas de grands gestes, c'est la responsabilité. C'est se réveiller chaque jour et vivre avec ce que tu as fait. C'est faire mieux sans attendre d'applaudissements. » Le serveur arriva silencieusement, avec 2 verres d'eau, sentant la tension. Nathan ne toucha pas le sien. Il regarda par la fenêtre vers l'East River scintillante. « Je ne sais même plus qui je suis, » murmura-t-il. L'expression de Richard s'adoucit légèrement. « C'est la première chose honnête que tu aies dite depuis des mois. Peut-être commencer par là. » Nathan hocha faiblement la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Je signerai tout ce que vous voulez. »« Bien, » dit Richard. Il se leva, boutonnant son manteau. « Et Nathan, reste loin d'Ava. Elle est sous enquête et elle t'entraînera plus bas si tu la laisses faire. » La mâchoire de Nathan se serra. Elle l'a déjà fait. Richard laissa de l'argent sur la table, puis se tourna pour partir. Mais avant de s'éloigner, il s'arrêta à côté de Nathan. « Pour ce que ça vaut, » dit-il doucement, « je ne te déteste pas. J'ai pitié de toi parce qu'un homme qui ne peut pas protéger ce qu'il y a de bon dans sa vie ne mérite pas de le garder. » Nathan ne répondit pas. Il resta assis, fixant son reflet dans l'eau, déformé par les ondulations des ferries qui passaient. Dehors, Richard entra dans la nuit froide. Il inspira profondément, regardant les lumières de la ville scintiller de l'autre côté de la rivière. Quelque part à Brooklyn Heights, Emily lisait une histoire à Noah pour le coucher, son rire doux et assuré. Et alors que Richard se dirigeait vers sa voiture, il ressentit une calme certitude. La justice n'était pas bruyante et elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle arrivait tranquillement comme la marée, emportant tout ce qui n'appartenait pas. La neige le long des rues de Brooklyn s'était transformée en une gadoue molle, scintillante sous les lumières de la ville. Emily ajusta son écharpe en portant Noah dans ses bras, sa petite main gantée agrippant son manteau. Elle s'arrêta devant un modeste bâtiment en briques avec une porte vitrée
où l'on pouvait lire Harbor Women's Health Collective. L'odeur de désinfectant et de café chaud l'accueillit lorsqu'elle entra. Ce n'était pas glamour comme son ancien bureau sur Park Avenue, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans cet endroit, honnête, humain, vivant. À l'intérieur, les femmes se déplaçaient rapidement dans les couloirs. La directrice de la clinique, le docteur Helena Morris, leva les yeux de son bureau et sourit. « Emily Carter? »« Oui, » dit Emily, souriant timidement. « Nous sommes ravis que vous soyez là. Votre expérience en soins prénataux est exactement ce dont nous avons besoin. Venez, je vais vous faire visiter. » Elle traversait dans des couloirs lumineux remplis de rires, de dessins d'enfants et du bourdonnement d'un travail régulier. Emily sentit une étincelle s'allumer en elle, un sens de l'objectif qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Le docteur Morris s'arrêta devant un petit bureau avec une fenêtre donnant sur la rivière. « Cela pourrait être le vôtre, » dit-elle. « Nous croyons aux secondes chances ici, pour les patients et pour nous-mêmes. » Les yeux d'Emily se remplirent de larmes. « Merci, vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. »« En fait, » répondit doucement le docteur Morris, « je crois que si. » Plus tard cet après-midi-là, Emily était assise à son nouveau bureau, déballant une petite boîte d'objets, une photo encadrée de Noah, un stéthoscope usé et son vieux carnet rempli d'affirmations manuscrites. Elle jeta un coup d'œil à une page qui disait « La force ne signifie pas ne jamais se briser. Cela signifie se reconstruire après l'avoir fait. » Juste à ce moment-là, Grace fit éruption dans la pièce avec son sourire caractéristique. « Eh bien, regardez-vous, Dr. Carter. De retour aux affaires, Emily rit. « Pas tout à fait, plutôt comme une débutante à nouveau. »« C'est la même chose, » dit Grace posant un café Starbucks. « Les débutants font les meilleurs retours. » Pendant qu'elle parlait, Noah trottinait dans la pièce, cognant la table en riant. Le son emplit l'air de chaleur. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Emily ne regardait pas en arrière. Elle construisait vers l'avant. Ce soir-là, Richard passa pour déposer des papiers. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, contemplant sa fille en blouse blanche, tapant sur son ordinateur avec concentration. « Tu ressembles à toi-même à nouveau, » dit-il doucement. Emily sourit. « Peut-être pour la première fois, papa. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un petit mot écrit de sa main. « Fier de toi, toujours, papa. » Elle cligna des yeux, retenant ses larmes. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Je voulais le faire, » l'interrompit-il gentiment. « Parce que tu as fait ce que la plupart des gens ne font jamais. Tu as transformé la douleur en quelque chose d'utile. » Après son départ, Emily ferma la clinique, sortant en début de soirée. La ligne d'horizon de la ville scintillait de l'autre côté de la rivière, comme un rêve qu'elle avait cessé de poursuivre. Maintenant, c'était simplement leur toile de fond, pas le centre. Au coin de la rue, elle remarqua un homme qui avait du mal à porter des cartons dans un bâtiment voisin. Sans réfléchir, elle se dépêcha de l'aider. « Tiens, laissez-moi tenir la porte. » L'homme se tourna, souriant avec gratitude. Il était grand, avec des yeux gentils et les manches retroussées contre le froid. « Merci, dit-il, vous m'avez sauvé d'un désastre. »« Pas de problème, » répondit Emily, posant une boîte étiquetée « Fourniture médicale ». Il rit. « Je suis Daniel Hayes, coordinateur bénévole. Vous devez être Emily. » Elle cligna des yeux de surprise. « Vous me connaissez? Le Dr. Morris parle de vous comme d'une faiseuse de miracles. » Emily gloussa, lui serrant de la main. « À peine. J'essaie juste de garder mon équilibre. » Daniel sourit. « Eh bien, vous semblez faire du très bon travail. » Ils partagèrent un rire tranquille, et pendant un bref instant, Emily sentit quelque chose de léger vaciller dans sa poitrine. Pas de l'amour, pas encore, mais le doux murmure de la possibilité. Cette nuit-là, elle monta Noah à l'étage, sa tête reposant sur son épaule. Elle murmura, « Maman recommence à zéro, bébé. Et cette fois, nous allons construire quelque chose de réel. » Et alors qu'elle éteignait les lumières, Emily ne voyait plus le fantôme de son passé,
Seulement la lueur chaude d'un futur attendant patiemment d'être vécu. La ligne d'horizon de Manhattan scintillait sous un ciel gris, comme du verre avant une tempête. À l'intérieur de son appartement de luxe dans l'Upper East Side, Ava Monroe était assise en tailleur sur son canapé, tapant furieusement sur son MacBook. Les rideaux étaient bien tirés, l'air épais de l'odeur de champagne inventée et de parfum. Ses ongles manucurés cliquetaient sur les touches alors qu'elle rédigeait son dernier email et une déclaration officielle aux médias. À qui de droit? Elle écrivit « Je suis la victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par Richard Carter et sa fille Emily Carter. Leur objectif est de détruire ma réputation et de couvrir leurs propres scandales familiaux. » Elle fit une pause, souriant à son reflet dans l'écran noir. « Si je tombe, murmura-t-elle, ils tombent avec moi. » Son téléphone vibra. C'était son publiciste. « Ava, ne fais pas ça. » La femme l'avertit. « Ils ont trop de preuves, des dossiers financiers, des reçus d'hôtel. Si tu continues, ils t'enterreront. » Le sourire d'Ava ne vacilla pas. « Pas si je les enterre d'abord. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière à Brooklyn, Emily terminait son service à la clinique. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, chaude sur sa peau. Daniel était passé plus tôt avec le déjeuner, 2 sandwichs à la dinde et son sourire facile et désarmant. « Tu as trop travaillé, » lui avait-il dit. « Mieux que de trop penser, » avait répondu Emily avec un sourire. Maintenant, alors qu'elle rangeait son sac, son téléphone sonna. Le nom de Linda apparut sur l'écran. « Emily, tu dois voir ça. Ne panique pas, mais Ava est passée à la presse. » Emily se figea. « Public? À propos de quoi? » « Elle vous accuse, vous et votre père, de diffamation et de sabotage professionnel. Elle a envoyé un communiqué de presse au New York Ledger et à une demi-douzaine d'autres médias. Elle affirme qu'elle est la vraie victime, que Nathan a été manipulé par votre famille. » Emily s'enfonça dans sa chaise. « Elle est incroyable. » Linda soupira. « Nous nous y attendions. Ne vous inquiétez pas, nous avons des documents pour faire taire cela, mais soyez préparés. Les gros titres vont faire mal pendant quelques jours. » Le soir, Internet était en effervescence de réforme. Ava Monroe prend la parole. « J'ai été piégé par les Carters. Nouveau rebondissement dans le scandale Blake. Qui est vraiment coupable? » Grace appela en quelques minutes. « M, ne lis pas les commentaires. Sérieusement, ne les lis pas. » Mais Emily l'avait déjà fait. Utilisateur anonyme, tabloïd, compte de potins. Tous spéculaient. Certains plaignaient Ava, certains défendaient Emily, d'autres parlaient de drame de riches. Emily ferma son ordinateur portable, le cœur battant. Pourquoi continue-t-elle de faire ça? Détruire mon mariage ne suffit-il pas? Richard arriva peu après, le visage sombre. « Nous allons gérer ça, dit-il. Linda prépare une contre-déclaration avec des preuves factuelles. Ava joue sur la sympathie. Elle est désespérée. Elle est dangereuse, murmura Emily. Elle n'a plus rien à perdre. » De l'autre côté de la ville, Ava se versa un autre verre de vin et fixa son reflet. Ses yeux étaient rouges, le maquillage maculé, mais sa fierté était intacte pour l'instant. Elle murmura dans la pièce vide. « Tu crois que tu peux m'effacer? Regarde-moi me relever. » Mais lorsqu'elle actualisa sa boîte de réception, un nouvel email apparut d'un expéditeur anonyme. « Objet. Avis juridique en attente d'enquête. Car. Mademoiselle Monroe, votre nom a été inclus dans un examen de faute financière par Blake & Carter Holdings. Veuillez vous préparer à vous soumettre à une enquête. » Sa main se figea en l'air. « Quoi? » murmura-t-elle, le relisant. Elle fit défiler plus loin. Ci-joints se trouvaient des copies de factures d'hôtel, de virements bancaires et de notes de frais signés, avec son nom clairement imprimé en bas. Pour la première fois, son sourire narquois disparut. De retour à Brooklyn, Linda rappela, son ton presque amusé. « On dirait que la tempête est finie avant d'avoir commencé. Le conseil d'administration a publié ses conclusions internes.
Ava est impliquée dans le dossier de fraude de Nathan. Elle sera trop occupée à se défendre pour attaquer qui que ce soit d'autre. Emily s'enfonça dans le canapé, expirant lentement. Et pour elle? Oui, dit Linda, pour vous ne fait que commencer. La partie reconstruction. Plus tard cette nuit-là, Emily se tint près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon scintillante de Manhattan. Noah dormait paisiblement dans son berceau, le doux mouvement de sa poitrine l'ancrant. Et alors que la neige recommençait à tomber, Emily réalisa quelque chose de profond. Le passé pouvait crier tant qu'il voulait, mais il n'avait plus de pouvoir sur la femme qui avait appris à lui répondre par le silence. Le palais de justice se dressait haut et gris sous le ciel d'hiver, ses marches de marbre luisantes d'une fine couche de glace. Emily se tenait à leur base, retenant son souffle, une main posée protectrice sur son ventre qui s'arrondissait. Son père se tenait à côté d'elle, manteau boutonné serré, les yeux calmes. « Tu ne vas pas te battre, dit Richard doucement. Tu vas vers la liberté. » Elle hocha la tête, son cœur battant dans sa poitrine. Noah était à la maison avec Grace, qui lui avait envoyé un SMS quelques minutes plus tôt. « Tu gères ça, monsieur Souviens-toi qui tu es. » À l'intérieur, les couloirs sentaient le vieux papier et le bois ciré. Le bruit des pas et des voix murmurées remplissait l'air. Linda la rencontra à mi-chemin de la salle d'audience, un dossier sous le bras. « Il est là, » dit-elle doucement. « Nathan est arrivé tôt. Il a l'air différent. » L'estomac d'Emily se tordit. « Différent comment? »« Brisé, » répondit Linda simplement. Lorsqu'elles entrèrent, Nathan était déjà assis à la table des défendeurs. Ses cheveux étaient plus courts, son costume simple, son expression lourde. L'arrogance qui s'accrochait autrefois à lui avait disparu, remplacée par l'épuisement. Pendant un bref instant, Emily ne le reconnut presque pas. Le juge entra et tout le monde se leva. Le marteau frappa. Affaire 480, Carter contre Blake. Linda commença avec une précision calme, sa voix ferme mais mesurée. Elle présenta les preuves, des images de sécurité du Plaza, des dossiers financiers prouvant l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise par Nathan, des déclarations de témoins et des documents médicaux concernant les blessures d'Emily. Chaque morceau de papier atterrissait comme un marteau silencieux sur la table. L'avocat de Nathan, un homme à la cravate chère et sans âme dans les yeux, tenta d'interrompre. « Votre honneur, mon client regrette profondément. » Le juge leva la main. « Le regret n'efface pas les preuves, maître. » Quand ce fut au tour de Nathan de parler, il se leva lentement. Sa voix était baisse, brisée. « Votre honneur, je ne peux pas défendre ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'excuse. J'étais en colère, stressé, et je l'ai fait payer à la seule personne qui croyait en moi. J'ai tout perdu à cause de ce moment, et je le mérite. » Il fit une pause, jetant un coup d'œil à Emily, ses yeux vitreux. « Mais s'il vous plaît, je veux juste voir mon fils. » Le cœur d'Emily se serra. Il sonnait de nouveau humain, mais le souvenir de cette nuit, la gifle, la honte, la peur, tout lui revint en mémoire. Elle baissa les yeux vers ses mains, régulant sa respiration. Linda se leva. « Votre honneur, ma cliente ne s'oppose pas à ce que Nathan Blake fasse partie de la vie de Noah, mais seulement sous des conditions de sécurité et de responsabilité. Visite supervisée, thérapie continue et achèvement d'un programme de gestion de la colère sont non négociables. » Le juge hocha la tête pensivement, feuilletant les documents. Compte tenu des preuves et des déclarations des deux parties, ce tribunal statue comme suit. Garde complète à la mère, Emily Carter. Le père, Nathan Blake, se voit accorder des droits de visite supervisés 2 fois par mois, sous réserve de progrès documentés dans son programme de réadaptation. Un silence tomba sur la salle d'audience. Le marteau frappa une fois de plus. Audience levée. Nathan resta immobile, les yeux fixés sur le sol. Emily sentit ses genoux s'affaiblir.
un flot d'émotions montant. Soulagement, chagrin, clôture. Elle ramassa ses papiers, mais avant de partir, elle se tourna vers lui. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Il murmura à peine audible, « Je suis désolé. » Elle hocha doucement la tête. « Je sais. » Et puis elle s'éloigna. Dehors, l'air était glacial, mais Emily se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Des journalistes se rassemblaient près des marches, les appareils photos clignotants. Linda la guida, la protégeant des questions. Richard attendait près de la voiture, son sourire fier et constant perçant la tristesse de l'hiver. Il lui ouvrit la porte. « C'est fini, » dit-il doucement. Emily regarda le palais de justice puis le ciel bleu pâle. « Non, » murmura-t-elle, « ça ne fait que commencer. » Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, elle contemplait la ligne d'horizon de Manhattan au loin. Non plus intimidante, juste magnifique. Elle pensa à Noah, à la clinique, à la vie qu'elle reconstruisait pièce par pièce. Et alors que les lumières de la ville scintillaient dans la lumière du jour qui s'estompait, Emily réalisa que la justice n'était pas une question de vengeance. C'était une question de retrouver sa paix, son pouvoir et son nom. Les premières notes du printemps commencèrent à faire fondre les dernières strass de l'hiver. À Brooklyn Heights, la lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres de l'appartement d'Emily, teignant les murs d'or. Elle était assise à la table de la cuisine, sirotant un café dans sa tasse préférée, tandis que Noah griffonnait un livre de coloriage à côté d'elle. Ses rires remplissaient la pièce comme une mélodie. Pour la première fois depuis des mois, l'air semblait léger, libre. Son téléphone vibra avec un message du Dr. Morris. « Félicitations. Votre poste de directrice adjointe est officiel. Vous commencez lundi. » Emily Surratt, fixant l'écran, directrice adjointe. Ce n'était pas seulement une promotion. C'était la preuve qu'elle avait reconstruit quelque chose de solide à partir des cendres de son passé. Elle se pencha, embrassa le front de Noah et murmura « Maman l'a fait. » Plus tard ce jour-là, elle passa à la clinique. Les couloirs bourdonnaient d'activité. Patients discutant, infirmières riant, lumière du soleil traversant les sols blancs. Daniel était à l'accueil, parlant à un bénévole. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Eh bien, si ce n'est pas notre nouvelle patronne, » taquina-t-il, lui tendant un café. « Ça fait quoi de diriger le spectacle? » Emily rit. Terrifiant, mais bien. Terrifiant. Il s'appuya contre le comptoir. « Tu le mérites, Emily. Tu as traversé l'enfer et tu as réussi à le faire ressembler à un terrain d'entraînement. » Elle rougit légèrement, baissant les yeux vers sa tasse. « J'ai eu beaucoup d'aide. » Daniel sourit. « Peut-être, mais tu as fait le plus dur toi-même. » Ils passèrent la matinée à discuter de nouveaux programmes communautaires, d'ateliers prénataux, de soutien en santé mentale pour les mères célibataires, de ressources pour le placement professionnel. Les idées d'Emily coulaient sans effort, sa passion revenant comme si elle n'était jamais partie. Pour chaque nouvelle initiative, elle voyait une version d'elle-même qui avait autrefois eu besoin exactement de ce genre de bouée de sauvetage. Au déjeuner, Daniel la rejoignit sur le banc devant la clinique. La ville bourdonnait autour d'eux, camions de livraison, enfants jouant, grondements lointains du métro. « Tu sais, dit-il, je pensais que la force signifiait tout garder ensemble. Mais tu m'as montré que c'est de savoir quand tout recommencer. » Emily le regarda, les yeux doux. Recommencer n'est pas une faiblesse, c'est choisir de revivre. Pendant un instant, leurs mains se frôlèrent. Ni l'un ni l'autre ne s'éloigna. De l'autre côté de la rivière, Nathan était assis dans un modeste appartement, fixant une photo de Noah scotchée sur son réfrigérateur. Il venait de terminer sa 3e séance de conseil. Son thérapeute lui rappelant que la rédemption exigeait plus que le regret. Elle exigeait de la constance. Il écrivait un email à Emily chaque semaine, bien qu'il ne l'envoyât jamais. Chacun commençait de la même manière. « Je n'attends pas de pardon, mais j'espère qu'un jour je pourrai devenir quelqu'un que notre fils n'aura pas honte de connaître. » Nathan, de retour à la clinique,
Emily termina son service et se rendit au parc avec Noah. Les cerisiers venaient de commencer à fleurir, peignant les arbres d'un rose tendre. Elle prit Noah dans ses bras, le faisant tourner lentement sous les pétales tombants. Il gloussa, tendant les mains vers le ciel. Richard les rejoignit plus tard, les mains dans les poches de son manteau. « Tu as l'air heureuse, dit-il. « Je le suis, répondit Emily simplement. « Pour la première fois, je le suis vraiment. » Il hocha la tête. « Ta mère serait fière. » Ils regardèrent le coucher de soleil ensemble. La ligne d'horizon brillait de l'autre côté de la rivière, chaleureuse et vivante. Daniel arriva quelques minutes plus tard, portant 2 cafés. « Je pensais que tu en aurais besoin, » dit-il avec un sourire. Emily l'accepta, leurs doigts se frôlant à nouveau. Cette fois, elle ne se retira pas. Alors que le crépuscule s'épaississait, elle regarda les personnes à ses côtés, son père, son fils, son nouvel ami, et réalisa que la vie avait bouclé la boucle. Pas parfaite mais paisible, pas bruyante mais forte. Plus tard cette nuit-là, après avoir couché Noah, elle ouvrit à nouveau son journal et écrivit « Jour 18, je n'ai pas reconstruit ma vieille vie, j'en ai construit une nouvelle, et elle est meilleure. » Elle ferma le livre, éteignit la lumière et se tint près de la fenêtre, regardant la ville scintiller. Et alors que le vent portait l'odeur du printemps à travers la vitre ouverte, Emily Carter comprit enfin sa vérité. La survie n'était jamais la fin. C'était le début de devenir inarrêtable. Le soleil matinal se leva sur Manhattan comme une page blanche. Emily se tenait près de la fenêtre de son bureau, au Harbor Women's Health Collective, la ligne d'horizon brillante au-delà de la rivière. Son reflet dans la vitre était différent maintenant, plus fort, plus calme. Aucune trace de la femme qui avait autrefois tremblé sous le poids de la cruauté d'autrui. Elle ajusta sa blouse blanche et sourit à elle-même. Aujourd'hui était important. Linda avait appelé la veille avec des nouvelles. L'enquête interne chez Blake & Carter Holdings était terminée. Les résultats seraient rendus publics ce matin. La vérité, chaque mensonge, chaque dollar mal utilisé était enfin révélé. À 9 heures, son téléphone vibra. Un message de Grace apparut. « Allume la chaîne 7, ça c'est ce moment. » Emily traversa la pièce, allumant le petit téléviseur dans le coin. Une présentatrice de nouvelles bien habillée apparut à l'écran, debout devant le siège de l'entreprise. Derrière elle, le logo Blake & Carter brillait faiblement dans la lumière du matin. Après des mois d'examen interne, dit la journaliste, le conseil d'administration a confirmé que l'ancien dirigeant Nathan Blake a été reconnu coupable de fautes financières graves, de falsification de dépenses d'entreprise et de violation des codes d'éthique d'entreprise. De plus, la dirigeante des relations publiques, Ava Monroe, a été accusée de complot de fraude et d'entrave à l'enquête. Emily se figea en regardant les images. Nathan escorté du bâtiment des semaines auparavant. Ava se cachant le visage avec des lunettes de soleil surdimensionnées. Des journalistes criant des questions. La vérité n'était plus murmurée. Elle était diffusée. Son père, Richard, apparut brièvement dans le clip, faisant une déclaration calme et mesurée. Personne, quel que soit son statut, n'est au-dessus de la responsabilité. L'intégrité doit l'emporter sur l'ambition. Grace appela un instant plus tard. « Eh bien, c'est ça, dit-elle. Ton père a l'air d'avoir mis fin à toute une génération d'égos d'entreprise. » Emily rit doucement. « Il a fait ce qu'il devait faire. » « Correction, de Bercher. » À Grace, vous l'avez tous fait. De l'autre côté de la ville, Nathan était assis dans un petit appartement loué, regardant le même reportage. Son café avait refroidi. Il semblait plus petit d'une certaine manière, son arrogance dépouillée. Quand la présentatrice lut son nom à voix haute, il ferma les yeux. « Oui, marmonna-t-il pour lui-même. Je l'ai bien mérité. » Il éteignit la télévision et ouvrit son ordinateur portable. Il y avait un brouillon d'email adressé à Emily, non envoyé comme tous les autres. Mais cette fois, il se remit à taper. « Emily, je sais c'était...
Je sais qu'une excuse ne répare pas ce que j'ai fait. Je n'attends pas qu'elle le fasse, mais j'ai assisté à chaque séance, fait chaque exercice qu'il demande. Je pense à Noah tous les jours. J'espère qu'un jour je pourrai prouver que je ne suis pas l'homme que tu as vu cette nuit-là. Nathan, il ne l'envoya pas, mais il ne le supprima pas non plus. Pour une fois, il resta assis tranquillement et laissa la vérité s'installer. De retour à Brooklyn, la clinique était animée. Les patients félicitaient Emily pour sa promotion, inconscients de la profondeur des liens que les titres avaient avec son nom. Daniel entra, tenant 2 lattes. « Je pensais que tu aurais besoin de caféine pour le tour d'honneur, dit-il. Emily sourit. « Ce n'est pas une victoire, répondit-elle gentiment. C'est la justice, il y a une différence. » Il hocha la tête, admirant son calme. « Tu l'as vraiment fait. Tu sais, tu n'as pas seulement survécu, tu as transformé tout ça en quelque chose de plus grand. » Elle prit une gorgée de son café et regarda par la fenêtre. « Je crois que c'est ça la vraie guérison, » dit-elle doucement. « Transformer les pires moments en leçons pour le commencement de quelqu'un d'autre. » Ce soir-là, elle ferma la clinique tôt et emmena Noah se promener le long de l'esplanade. Le ciel était zébré d'orange et de lavande, la rivière scintillait en contrebas. Son père les rejoignit à mi-chemin, son manteau déboutonné contre la brise légère. Il lui tendit une petite enveloppe. « Le conseil a tout finalisé, dit-il. On vous a accordé la pleine propriété de vos actions. C'est à votre nom maintenant. » Emily cligna des yeux stupéfaite. « Papa, je n'ai pas besoin de ça. » Richard sourit. « Non, mais tu l'as mérité. » Elle le serra fort dans ses bras, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux. Pour la première fois, le monde ne semblait pas lourd. Il semblait grand ouvert. Et alors que Manhattan brillait sous le soleil couchant, Emily Carter réalisa que la vérité ne l'avait pas seulement libérée. Elle avait construit les fondations de la vie qu'elle était toujours censée vivre. Le Plaza Hotel scintillait à nouveau sous les lustres dorés, sa salle de bal remplie du doux murmure des conversations et du tintement des verres en cristal. Pour beaucoup, ce n'était qu'un autre gala de bienfaisance. Pour Emily Carter, c'était un tournant. L'endroit où sa vie s'était brisée était maintenant la scène de son triomphe. Elle se tenait près du grand escalier, vêtue d'une élégante robe ivoire qui captait la lumière comme de la soie en mouvement. Ses cheveux étaient relevés, un seul pendentif en diamant scintillant à sa gorge. Chaque pas, chaque souffle portait une puissance tranquille. L'événement de ce soir était pour l'Initiative Women Rising, un partenariat entre sa clinique et la Fondation Carter, finançant l'accès aux soins de santé pour les mères célibataires. « Emily !» Une voix appela chaleureusement. C'était Grace, rayonnante en vert émeraude. « Tu fais à nouveau le buzz sur les réseaux sociaux, mais pour les bonnes raisons. La femme qui a transformé la douleur en pouvoir. » Emily rit, secouant la tête. « Espérons que les vues se transformeront en dons. » Richard s'approcha, fier et posé, son smoking parfaitement ajusté. « Tu ressembles exactement à ta mère le soir où nous avons construit cette entreprise. » dit-il doucement, seulement plus forte. Emily toucha son bras, souriant. « Tu m'as appris à me tenir droite à nouveau. » Ils se dirigèrent vers le centre de la salle de bal alors que les lumières s'éteignaient. La voix du maître de cérémonie résonna. « Veuillez accueillir notre oratrice principale, Mademoiselle Emily Carter. » Les applaudissements emplirent la pièce. Emily inspira calmement, se dirigeant vers le podium. Les caméras clignotèrent, mais elle ne s'y a pas. « Il y a 2 ans, commença-t-elle, je me tenais dans cet hôtel, croyant que ma vie était finie. Je me suis trompée, elle ne faisait que commencer. » Le public était silencieux, suspendu à chaque mot. La douleur ne nous détruit pas. Elle révèle qui nous sommes sous tout ce que nous pensions avoir besoin. J'ai appris que la force n'est pas une question de vengeance ou de contrôle. C'est une question de paix. C'est savoir sa valeur, même quand quelqu'un essaie de vous la prendre. Elle regarda vers le fond de la pièce où Daniel se tenait, souriant fièrement. Son soutien tranquille était devenu une constante, ne demandant jamais, ne la sauvant jamais, se tenant juste à ses côtés. Emily continua,
sa voix stable mais pleine d'émotion. Chaque femme mérite la sécurité, la dignité et la chance de se reconstruire. C'est pourquoi nous sommes ici, pour nous assurer que personne ne affronte ce que j'ai affronté seul. La foule éclata en applaudissements. Les caméras clignotèrent, les larmes brillaient sur les visages. Quelque part parmi les invités, une jeune mère tenait son bébé et murmura « Merci ». Quand le discours fut terminé, Richard l'embrassa tendrement. « Tu l'as fait, dit-il. »« Non, » répondit Emily avec un sourire, regardant autour de la pièce remplie de survivants, de donateurs et de supporters. « Nous l'avons fait. » Plus tard, alors que la musique s'élevait et que les couples commençaient à danser, Daniel s'approcha d'elle avec 2 coupes de champagne. « Pour l'histoire, dit-il, tu as dominé cette scène. » Elle rit doucement. « Je ne jouais pas, je disais enfin la vérité. » Il trinqua sa coupe contre la sienne. « À la vérité, alors. »« Au nouveau départ, répondit-elle. Ils dansèrent lentement sous les mêmes lustres qui avaient autrefois illuminé sa douleur. Mais ce soir, la lumière semblait différente, plus chaude, plus douce. Noah, maintenant âgé de 2 ans, trottinait près de Grace, gloussant en essayant d'attraper les reflets des cristaux sur le sol. Pendant un instant, Emily ferma les yeux et respira le son des rires, de la musique et de la paix. Elle pensa au chemin parcouru, de la peur au courage, de la trahison à l'objectif. La gifle qui avait autrefois résonné dans ce même hall n'était devenue qu'une autre note dans une symphonie de rédemption. Dehors, la ligne d'horizon de Manhattan scintillait comme une promesse. Le vent de Central Park portait le léger parfum du printemps. Alors qu'elle se tenait sur le balcon plus tard cette nuit-là, Daniel à ses côtés, elle murmura « C'est la vie que j'étais censé avoir. » Il sourit, et ça ne fait que commencer. Emily leva les yeux vers les étoiles au-dessus de la 5e avenue, son cœur stable, son esprit inébranlable. Les cicatrices demeuraient, mais elles ne faisaient plus mal. Elle racontait simplement son histoire. Et alors que le plaza brillait derrière elle, Emily Carter, la femme autrefois brisée devant le monde, se tenait enfin entière, radieuse et libre, prouvant que la vraie victoire ne réside pas dans ce que l'on regagne, mais dans ce que l'on construit quand personne ne croit que l'on en est capable. Ainsi se termine l'histoire d'Emily. Mais si vous êtes encore là à regarder et à écouter jusqu'à présent, alors peut-être, juste peut-être, quelque chose dans son parcours a aussi touché votre cœur. Parce que nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Brisés, doutant, se demandant si nous nous relèverions un jour. L'histoire d'Emily n'est pas seulement une histoire de douleur, c'est une histoire de renaissance. C'est réaliser que la guérison n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, patiente et profondément personnelle. Il y a une phrase de Marc Aurèle qui dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est exactement ce qu'Emily a appris, ce que nous pouvons tous apprendre. Nous ne pouvons pas contrôler qui nous blesse, mais nous pouvons choisir ce que nous devenons après la blessure. La guérison est un acte de défi. C'est dire « Tu ne m'as pas détruite, tu m'as affinée. » Alors ce soir, si vous vous trouvez dans votre propre tempête, rappelez-vous que la douleur n'est pas votre fin, c'est votre transformation. Si l'histoire d'Emily vous a fait ressentir quelque chose, espoir, courage, même une seule étincelle de force, alors appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous à notre chaîne. Car ensemble, nous continuerons à raconter des histoires qui nous rappellent